ce truc? C'est quand même pas compliqué de faire... Allô? Oui, miaou si tu veux. C'est quand même aberrant, c'est pas compliqué. Mais qu'est-ce que tu fous là, sale chat? Vous pensiez que Tron était le premier film avec de l'image de synthèse? Que le morphing était apparu pour la première fois au cinéma avec Willow? Que Pixar ne faisait que des courts-métrages avant Toy Story? Que Disney était les premiers à intégrer de la synthèse dans leurs films d'animation? Pauvre naïf. Bienvenue dans CGM, l'émission qui retrace pour vous les débuts de l'image de synthèse au cinéma. 1983 est synonyme pour beaucoup d'une année noire pour le jeu vidéo. Cette crise, parfaitement symbolisée par le mythe d'Atari déversant des millions de cartouches dans le désert du Nouveau-Mexique, c'est le crash des jeux vidéo, une crise sans précédent qui ne prendra fin qu'en 1985 avec l'arrivée de la Nintendo Entertainment System aux États-Unis. Pourtant, malgré le déclin du secteur et grâce au modeste succès de Tron, l'industrie cinématographique va très vite comprendre que le jeu vidéo pourrait bien représenter une manne, ne demandant qu'à être exploité. Et c'est ainsi qu'à partir de 1983, justement, que les gros studios vont commencer à inonder les salles obscures de longs métrages plus ou moins réussis. Mais où intervient l'image de synthèse dans tout ça? Eh bien, qui dit jeu vidéo dit forcément image générée par ordinateur. Enfin presque. Ah, Sean Connery. Non, plus sérieusement, ce que vous allez découvrir dans cet épisode de CGM, c'est avant tout comment l'image de synthèse a été utilisée pour simuler du jeu vidéo d'alors, en prenant en compte les capacités graphiques des machines de l'époque, voire même imaginer ce à quoi pourraient ressembler les jeux vidéo du futur. Et pour ce faire, j'ai sélectionné pour vous quelques films, sortis entre 1983 et 1984, qui utilisent diverses techniques de rendu d'images de synthèse pour arriver à leur fin. On commence tout de suite par un classique, War Games, et autant vous prévenir tout de suite, je spoil. Mais bien, méchamment même. Sorti en France le 14 décembre 1983, soit un peu plus de 6 mois après les États-Unis, War Games est un film de John Badham que certains connaissent notamment pour Saturday Night Fever ou encore Short Circuit. Il raconte l'histoire de David, un jeune lycéen joué par le génial Matthew Broderick, qui va pirater, sans le savoir, le super ordinateur de la défense américaine alors qu'il cherchait simplement à jouer à un jeu vidéo. Mais attention, pas n'importe quel jeu. L'appel du devoir? Champ de bataille? Zone de mise à mort? Médaille de l'honneur? De la gnognotte. Que dis-je? Du menu frottin comparé à ce nom génial qu'est guerre thermonucléaire globale. Alors bien sûr, pour coller au réalisme d'un micro-ordinateur de 1983 fonctionnant avec des disquettes de 5 pouces 1/4, oui, non, parce que les 3 pouces et demi, ça n'existait pas encore en fait. Eh bien les graphismes de guerre thermonucléaire globale étaient tous affichés à l'aide de caractères monochromes plutôt que de pixels, technique que l'on associera d'ailleurs quelques années plus tard à une forme d'art nouveau, l'art ASCII. Bon, oui, il s'agit d'images générées par ordinateur et en temps réel qui plus est, mais rassurez-vous, il y a plus impressionnant car War Games contient aussi et surtout de l'image de synthèse en vectoriel 2D. Et comme vous le savez depuis l'épisode 3 de CGM, le wireframe, c'était déjà plus que maîtrisé en 1983. D'ailleurs, derrière l'affichage du superordinateur utilisé par le NORAD dans le film, le fameux Whopper, oui, c'est lié, il y a en réalité un quatuor d'un très puissant micro du début des années 80, le HP9845C, dont les capacités graphiques permettaient notamment de réaliser des animations couleurs en temps réel. Néanmoins, la définition des images de ce dernier étant limitée par le moniteur livré en série, décision fut prise par Colin Cantwell, le designer des images de synthèse sur War Games, d'utiliser un affichage vectoriel de très haute résolution afin d'arriver à une qualité suffisante pour projeter sur écran géant. Le tout était ensuite enregistré sur disque dur afin d'être relu ensuite pour la capture sur film pellicule. Seulement, l'affichage vectoriel ne pouvait rendre autrement qu'en monochrome. C'est là qu'intervient l'équipe de David Hartberger, chargée de capturer sur pellicule chaque image de synthèse constituant les animations des maps-mondes. Et je dis bien des maps-mondes, puisque l'écran géant du NORAD était composé de pas moins de 12 affichages différents. Ajoutez à cela les 125 écrans des opérateurs de la salle, et vous obtenez la bagatelle d'un demi-million d'images de synthèse créées à l'époque pour les besoins du film. Bon, je vous rassure, seuls les 12 affichages constituant l'écran géant ont dû être recolorisés. David Hartberger et son équipe ont donc créé un système composé de 3 caméras 35 mm fixées à 3 écrans cathodiques, sur lesquels étaient affichées les animations des mappements d'image par image, zone à colorer par zone à colorer.
La pellicule devait ensuite être exposée plusieurs fois afin de bien imprimer chaque couleur sur le film, le tout dans une pièce entièrement plongée dans le noir, fonctionnant 7 jours sur 7 avec 3 opérateurs se relayant 24 heures sur 24. Au total, 7 mois furent nécessaires pour rendre les images de synthèse. Et tout cela avant même que le tournage ne puisse débuter, puisque chaque animation devait pouvoir être montrée sur les écrans lors du tournage et non rajoutée en post-production comme on saurait tenter de le faire aujourd'hui. Cela contribue d'ailleurs très certainement à l'immersion du spectateur dans le film. On a ainsi l'impression, même aujourd'hui encore, de se retrouver plongé dans l'Amérique en pleine guerre froide du début des années 80. Bouh les vilains bolcheviks! Bouh! Et bien que la map monde et autres simulations de trajectoire ne soient ici montrées de façon plutôt crue à l'écran, on peut aisément dire que c'est la réalisation de John Badham, associée à la superbe musique d'Arthur B. Rubinstein, qui donne toute sa gravité à la situation décrite dans le film. Avec des changements de plan rapides, quasi épileptiques, la scène finale arrive à transcender la technique pour concentrer le spectateur sur l'horreur statistique de milliers de points blancs censés représenter les impacts d'ogives nucléaires. Un moment terrifiant qui démontre que la recherche du réel dans l'image de synthèse est vaine, pourvu que l'on sache bien la mettre en scène. Ce thème de l'ordinateur tout-puissant ayant le pouvoir de décider pour une nation entière n'était au passage pas nouveau au début des années 80, puisqu'on le retrouve également dans l'excellent Colossus The Forbidden Project, sorti pourtant quelques 13 ans avant Wargames. C'est d'ailleurs Eric Braeden, le Victor Newman des Feux de l'amour, qui y jouait le premier rôle. Mais passons plutôt au second film de cet épisode, Superman 3. Réalisé par Richard Lester et sorti en France et aux États-Unis à l'été 1983, Superman 3 est une comédie potache mettant aux prises le fameux justicier kryptonien, Monsieur Christopher Reeve, face à une pâle copie de Lex Luthor, accompagné de sa brune et de sa blonde, ainsi que de Richard Pryor, dans le rôle d'une tentative de geek, au trait comique plus que forcé, et qui sera responsable dans le film de la création d'un super ordinateur capable de balancer des rayons de kryptonite pure à la face de l'homme d'acier. Vous vous en doutez, c'est de ce super ordinateur que je vais parler. Dans la dernière moitié du long métrage, alors que Superman est pris en chasse par des batteries de missiles antiaériens contrôlés par le grand méchant dans sa base, les écrans du super ordinateur nous montrent une façon plutôt originale de viser le surhomme, un jeu vidéo. Mais pas n'importe quel jeu vidéo. Oh non, un jeu vidéo Atari, mesdames et messieurs. Il est d'ailleurs à noter que plutôt que de bêtement sponsoriser le film, Atari a carrément créé toute la séquence en interne. Un travail qui aura nécessité pas moins de 14 semaines ainsi que la coquette somme de 95 000 $ pour seulement 60 secondes de film, ayant pour objectif de montrer à quoi auraient pu ressembler les jeux vidéo 5 années dans le futur. Original, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'image de synthèse, la machine de rendu utilisée ne fonctionnait pas à 100% de ses capacités maximales. Rendez-vous compte, le hardware de cette dernière, une RDS 3000 de la société Iconas, avait en effet les entrailles nécessaires au calcul d'images 3D allant jusqu'à 1024 par 1024 pixels en 32 bits de couleur, et ce déjà en 1980. Toute cette puissance, tout ça pour créer le premier jeu à l'aspect intentionnellement rétro en 1983. Et quand on sait que sur les 14 semaines nécessaires à l'élaboration de la séquence complète, 10 auront servi à la seule conception des logiciels de visualisation de l'animation, il y a de quoi en perdre son Klingon. Non, en fait le pire, c'est que seuls 26 des 60 secondes animées image par image seront finalement utilisées dans le long métrage final. 26. Un véritable jeu vidéo Superman 3, sans aucun rapport avec la séquence du film, aurait également dû arriver sur Atari 5200 peu après la sortie cinéma, mais celui-ci ne dépassera cependant jamais le stade du prototype, et encore pour l'Atari 800. Les raisons à cela sont multiples, mais le fait que le 5200 fut littéralement euthanasié au profit du 7800 en juin 1984 apparaît clairement comme la plus plausible. Malgré cela, Atari continuera à mettre en avant son système malgré sa mort annoncée. Et c'est ainsi qu'en août 1984, sorti dans les salles obscures, Cloak and Dagger. Réalisé par Richard Franklin, que certains connaissent notamment pour Psychose 2, ce film est le troisième remake d'un classique de 1949, The Window, plus connu dans la langue de Molière sous le nom d'une incroyable histoire. Ouais, je vous l'accorde, ça part mal. Cloak and Dagger, de son nom français Jouer c'est tuer, nous conte les aventures de Davy, un jeune garçon rêveur interprété par Henry Thomas, oui, le petit garçon d'E.T., qui devient par hasard l'unique témoin d'un meurtre et se voit remettre une cartouche d'Atari 5200 par la victime juste avant qu'elle ne succombe à ses blessures. Bien évidemment, la cartouche est spéciale et contiendrait même carrément des plans militaires secrets. Vous la sentez venir, la synthèse clairement pas affichable par la console? Et vous avez bien raison, car plus tard dans le film, le gros geek bien cliché arrive à débloquer les plans secrets en chopant le score maximal sur son Atari 5200 flambant neuf. Là, d'un seul coup, on passe d'un affichage de jeu uniquement sorti sur bande d'arcade à celui d'un plan d'avion furtif SR-71 Blackbird avec zoom et rotation d'objets wireframe 3D. Ça fout légèrement le doute. La petite animation est ici accréditée à Motion Graphics,
une compagnie qui avait notamment travaillé en 1981 sur un rendu du toit du World Trade Center en wireframe 3D pour Escape from New York, que je vais vous présenter dans l'épisode 3 de CGM. Une fois encore, un jeu Cloak & Dagger était lui aussi prévu sur Atari 5200, mais comme Superman 3, il n'arrivera tout simplement jamais et restera cantonné aux salles d'arcade. C'est d'ailleurs cette unique version que l'on peut voir tourner dans le film. Ce qui me permet d'enchaîner avec brio sur Nightmares, et surtout son segment The Bishop of Battle. Car oui, Nightmares n'est pas un long métrage à proprement parler, mais plutôt un film à sketch d'horreur composé de 4 histoires distinctes, à la manière du mythique Creepshow de George A. Romero. Renommé en plein cauchemar pour sa sortie française de juin 1984, soit 9 mois après les États-Unis, Nightmares est un long métrage de Joseph Sargent, notamment connu pour avoir accouché des Dents de la Mer 4. Je vous jure que je le fais pas exprès. Et l'histoire qui va nous intéresser ici, c'est celle de JJ, interprété par le Emilio Estevez de Breakfast Club, alors âgé de seulement 21 ans. Obsédé par la borne d'arcade de Bishop of Battle, le jeune homme va très vite se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un jeu vidéo ordinaire et qu'il pourrait bel et bien être en train de jouer avec sa propre vie. Sur les 4 histoires, c'est d'ailleurs celle qui fonctionne encore le mieux, notamment de par ses images de synthèse. Contrairement à Superman 3, qui tentait d'imaginer l'évolution des jeux vidéo à venir sur console Atari, Nightmares cherchera de son côté à reproduire des graphismes 3D plausibles pour l'époque sur bande d'arcade à l'aide de l'image de synthèse. La raison à cela est d'ailleurs assez simple, il n'existait en effet aucun hardware de la taille d'une borne d'arcade capable d'afficher de telles images en temps réel en 1983. Toute la séquence aura d'ailleurs été confiée à une société du nom de Bo Gehring & Associates, qui avait notamment travaillé par le passé sur le long métrage d'horreur Demon Seed. Un film plutôt étrange puisqu'il mettait aux prises une jeune femme avec une intelligence artificielle cherchant à se reproduire avec elle, rien que ça. Ce qui m'offre la transition la plus dégoûtante qui soit vers un film magnifique, Electric Dreams. Réalisé par Steve Barron, que certains connaissent pour le premier film des Tortues Ninja, mais aussi pour les clips Billie Jean de Michael Jackson et Take On Me de A.H.A., Electric Dreams est une comédie romantique sortie en France en avril 1985, soit 9 mois après les États-Unis. Il met en scène un triangle amoureux très particulier, Miles, joué par Lenny Von Dolen, Madeline, jouée par la sublime Virginia Madsen, et Edgar, l'ordinateur interprété par Bud Cort. Un ordinateur amoureux ? Eh oui, car cet ordinateur, à l'apparence des plus classiques pour une machine des années 80, va subitement développer une conscience suite à une réception massive de données, ainsi qu'à un bain de champagne. Ah non, ça c'est la clairette d'Audi. Cette intelligence artificielle, elle va d'ailleurs être stimulée dans le film de la plus belle façon qui soit, avec de la musique classique. Une scène du film met d'ailleurs très bien en avant cet éveil grâce à la superbe musique de Giorgio Moroder. On peut y voir Madeline s'entraîner au violoncelle, tandis qu'Edgar, via son micro, commence à synthétiser les notes sur l'écran de façon graphique. C'est bien sûr de l'image de synthèse, car l'ordinateur utilisé n'existait tout simplement pas. Tout comme Edgar est le fruit de l'imagination de Rusty Lemorand, scénariste du film, l'ordinateur qui le représente, un Pinecone PC8001A, a lui aussi été créé spécifiquement pour le film, contrairement à l'IMSAI 8080 de Wargames, qui lui existait vraiment. Ainsi, en s'affranchissant des repères techniques avec des machines existantes au début des années 80, le film a pu se permettre de faire ce qu'il voulait, mêlant notamment images de synthèse à l'affichage des micros de l'époque. Et avec plusieurs compagnies d'effets numériques incluses dans le projet, dont Pacific Data Images, ils s'y sont donnés à cœur joie. De la représentation graphique du duel musical entre Edgar et Madeline à la poursuite de Miles par un pseudo Pac-Man en 3D polygoné, Electric Dreams utilise des images numériques avec une maestria sans pareille qui arrive à donner corps au personnage d'Edgar. Ainsi, dans une scène de confrontation entre Miles et lui, le mix de prises de vue réelles et virtuelles est tel qu'on a vraiment l'impression qu'Edgar vit et respire la jalousie à l'écran. Avec le recul, le mariage du jeu vidéo et de l'image de synthèse a su produire des films étonnants, de véritables ovnis cinématographiques ayant parfois le statut d'œuvre culte et qui ont trouvé un public fidèle au fur et à mesure des années. D'ailleurs, ça tombe bien, puisque le prochain épisode de CGM sera entièrement consacré à The Last Starfighter, le premier film de l'histoire du cinéma à préférer l'image de synthèse aux maquettes pour l'intégralité de ses séquences de bataille spatiale. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et ma page Facebook, à partager la vidéo et surtout à la commenter. Et comme dirait Joshua,